Allez, donc on va changer un petit peu de domaine. Et moi, je vais vous parler donc, du projet ADAPT qui s'intitule Agroécologie et agriculture numérique via l'épigénétique des animaux et des plantes. Voilà, c'était l'autre. Alors, quelques mots de contexte pour commencer. Donc, comme vous le savez, la mise en place des nouveaux itinéraires agroécologiques va intervenir dans un contexte climatique qui est complexe, qui est de plus en plus contraint. Et donc, finalement, ces aléas climatiques, ils vont affecter l'agriculture en général, et on va avoir besoin d'individus, qu'ils soient plantes ou animaux, de plus en plus résilients et de plus en plus résistants. Donc nous, on a construit notre projet ADAPT en se basant sur les axes 2 et 4 du PEPR et sur les mots-clés suivants, à savoir les ressources génétiques, l'étude de la partie épigénétique et holobionte, et tout cela en même temps de développer des méthodes et des outils numériques pour justement modéliser l'agriculture de façon un petit peu différente. Donc, dans un contexte très large, alors j'ai pas de pointeur, donc on retrouve les phénotypes en violet au milieu. On sait qu'on a une influence de la génétique sur nos phénotypes, hein, c'est connu depuis longtemps avec les séquences de variation de l'ADN, mais le phénotype finalement c'est une résultante bien plus complexe que simplement l'apport de la génétique, et on va retrouver des effets de l'environnement qui soient abiotiques, biotiques, dont par exemple le microbiote, l'épigénétique, et toutes les interactions qu'on va avoir entre ces différents niveaux. Donc les hypothèses qui ont construit la construction d'ADAPT, c'est que finalement cette intégration des données épigénétiques et holobiontes pourrait permettre de mieux prédire et de mieux du coup sélectionner nos individus, qu'ils soient plantes ou animaux, dans ce contexte général de transition agroécologique. Donc si on fait un résumé très résumé, et j'espère qu'il n'y a pas trop de généticiens dans la salle parce que sinon ils ne vont pas être contents, mais le phénotype, ça va être une fonction de la génétique, et on va avoir une résiduelle qui est finalement assez conséquente. Et ce qu'on aimerait faire dans notre projet, c'est d'intégrer justement à cette prédiction de phénotype une fonction qui est non plus que de génétique, mais qui va aussi récupérer l'épigénétique et du microbiote de manière à réduire cette résiduelle et à mieux prédire nos phénotypes. Donc c'est vraiment une intégration en fait de toutes les voies qu'on peut avoir qui influencent nos phénotypes. Alors, on se rend compte dans les journées PEPR qu'on brasse des sujets très très larges. Je ne suis pas encore super au point sur les équipements agroécologiques. Je pense que moi j'ai une bonne marge de progression là-dessus. Du coup, on a remis deux petits dias pour vraiment mettre les bases des concepts. Donc l'épigénétique, finalement, ça désigne l'ensemble des modifications héritables de l'expression des gènes qui ne vont pas modifier la séquence ADN de nos individus. Donc dans le règne animal et dans le règne végétal, finalement, une marque épigénétique qui est commune et un mécanisme qui est commun à ces deux règnes-là, c'est la méthylation de l'ADN. Et donc, le développement ou l'environnement, enfin l'effet du développement de l'environnement, va influencer la pose ou la non-pose de ces marques épigénétiques. Donc, typiquement, donc en vert, au-dessus, là, quand on n'a pas de marque de méthylation qui se mettent sur les îlots CPG au début du promoteur, on va avoir une expression du gène et donc on va avoir un phénotype particulier qui va être un phénotype vert. Et par contre, ces marques épigénétiques apposées sur les promoteurs vont permettre de réguler l'expression des gènes sans modifier leur séquence, mais cette modification de la régulation va créer un phénotype un petit peu différent. Donc voilà, c'est le concept de l'épigénétique en quelques mots, c'est celui-là. Et quand on est au concept, le concept de l'holobionte. Donc l'holobionte, ça va désigner tout ce qui est, enfin c'est l'organisme, donc hôte, qu'on s'agisse de plantes, d'animaux, d'humains, et toutes les communautés de micro-organismes qui vont le composer et leur interaction. Donc on sait que ce microbiote va jouer un rôle écologique important, que ce soit dans des fonctions de la digestion, ou quand ce soit la fonction de la lutte contre des pathogènes, par exemple. L'interaction hôte et microbiote joue aussi un rôle extrêmement important dans l'adaptation aux environnements changeants, parce que ça permet une plasticité des phénotypes et donc du coup une meilleure adaptation. Et puis la santé aussi, on sait que typiquement un microbiote bien équilibré permet une santé de l'hôte, alors que quand il est déséquilibré, ça crée quelques soucis. Donc voilà pour les mots-clés liés à notre projet. Le consortium, donc le projet est piloté, je pilote le projet avec Stéphane Maury de l'Université d'Orléans.
Il regroupe 4 instituts de recherche, donc INRAE, l'Université d'Orléans, l'Institut Agro-Rennes-Angers et l'INRIA. À l'intérieur de ça, on a un certain nombre de laboratoires d'UMR, d'unités expérimentales, qu'elles soient donc végétales, animales, numériques. Et on a aussi 3 partenaires, l'IDEL, Eliance et le GIS Peuplier. Donc le consortium regroupe des biologistes, donc animaux, plantes, microbiotes, des généticiens, des épigénéticiens et des numériciens. Et donc on a un budget de 3 millions d'euros qui va se répartir sur 5 ans. Pour l'organisation du projet, donc ça c'est vraiment le cadre très très général. Donc comme vous le voyez, on a 3 espèces végétales différentes, le peuplier, la tomate et le blé. On a 7 animaux avec des ruminants, qu'ils soient petits, ovins caprins ou gros ruminants, comme les bovins, poules, cailles, truites et cochons. Donc le projet s'articule autour de 4 work packages différents. Je vais passer rapidement sur les work packages parce qu'on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Le premier d'entre eux, c'est le work package coordination et communication. Alors l'idée là, c'est pas du tout... Enfin voilà. Là-dedans, on va retrouver tout ce qui est typique pour mener un projet. Mais dans notre projet, on a vraiment voulu faire un focus sur cet apport des études numériques au sein de ces données un petit peu atypiques. Et donc de vraiment développer une communauté très liée à ces études numériques. Donc du coup, l'objectif principal, ça va être vraiment de développer des outils qui vont être communs aux végétaux et aux plantes, aux végétaux et aux animaux, pour étudier ces données multi-omiques, puisque, comme vous le verrez dans la suite dans les work packages, là, on va avoir une large gamme de données multi-omiques, avec des larges dimensions, des valeurs manquantes, des dépendances complexes entre les données. Donc il va y avoir différents challenges numériques, comme l'imputation, la prédiction, encore la sélection de principaux marqueurs omiques, des approches statistiques différentes, comme des modèles de régression régularisés ou de type machine learning. Et donc, le choix qui a été fait à la construction du projet, c'est de financer 4 thèses qui seront co-encadrées entre des biologistes, un biologiste et un numéricien à chaque fois, pour vraiment créer cette interaction forte et ce réseau riche. Donc, le premier work package va s'attacher à intégrer des données génétiques et épigénétiques pour mieux prédire et améliorer les phénotypes. Donc, dans ce work package-là, on va avoir 5 espèces, les 3 végétales plus du bovin et de l'ovin. Donc sans aller dans les détails, on pourra en discuter à une pause si jamais certains sont intéressés, sans souci. La première, ça va être vraiment de mettre en évidence les bases génétiques et épigénétiques du phénomène de priming. Donc le phénomène de priming chez les végétaux, c'est d'exposer un premier stress, en fait, les végétaux, et après, quelques temps, le réexposer à un second stress et regarder un peu cette mémoire. Après, sur la partie bovine, ça va être de prédire des performances à partir de l'épigénome sanguin. Donc là, on va avoir aussi de l'imputation et de la sélection de biomarqueurs. Et la troisième, c'est de la sélection génétique basée sur des marqueurs épigénétiques en ovins et de regarder les liens à l'adaptation. Le deuxième work package va s'attacher à intégrer une couche supplémentaire, donc génétique, épigénétique et microbiote dans l'analyse de données. Donc on va retrouver 3 espèces différentes, bovin, peuplier et la caille. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de regarder comment on va pouvoir caractériser les liens entre ces différents rayons, donc épigénétique, génétique et microbiote, et l'adaptation des individus. Sur la troisième partie, on focus simplement sur la partie animale. Et donc, ça va être le but, donc c'est 3 espèces. Et ça va être de regarder les relations entre sa variété génétique, toujours, la méthylation et les capacités d'adaptation face à cette fois-ci à un stress particulier qui est le stress de la chaleur. Donc ce sera en porc, en truite et en poule. Et donc là, c'est vraiment de mettre en évidence des régions qui vont être différentiellement méthylées en réponse au stress et en lien avec les caractères d'adaptation. Sur la quatrième, et c'est le dernier des work packages, on a l'horloge épigénétique. Et donc du coup, je finis après, je viens de dire, sur les horloges épigénétiques. Donc là, l'horloge épigénétique, c'est en fait les animaux ont un âge physiologique, ils ont un âge aussi épigénétique, et c'est de voir s'il y a de prédire en fait cet âge épigénétique en fonction de ces horloges épigénétiques pour savoir si finalement l'animal est plus ou moins vieux que son âge épigénétique, et donc l'utiliser pour prédire éventuellement la longévité fonctionnelle des animaux ou encore de s'en servir comme un indicateur d'exposition à un stress.
Et donc ça, c'est ma dernière dia. Pour finir, les apports majeurs du projet, donc ça va être de caractériser la variabilité épigénétique de nos ressources, en lien bien sûr avec des capacités adaptatives, de mettre en évidence les biomarqueurs pour les utiliser dans des modèles de prédiction, et puis de vraiment mettre un accent sur la création et le développement de cette communauté transdisciplinaire à travers les 4 doctorants formés au sein du projet, mais bien plus largement avec les partenaires académiques et non académiques autour de ces compétences. Je vous remercie. Alors, y a-t-il des questions dans l'audience ? Si je peux en poser une, sinon. Du coup, il y a quelque chose qui est, en tant que statisticien, quand on fait de l'intégration de données, surtout quand on va intégrer 7 niveaux différents, on est un peu en train de multiplier les couches et on augmente énormément le nombre de variables. Du coup, j'ai vu que les tailles des jeux de données que vous prenez sont assez grands. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé à faire, par rapport à ce que j'ai l'habitude chez les plantes, en tout cas. Du coup, vous avez réfléchi la question de la taille du jeu de données par rapport au nombre de niveaux ohmiques que vous voulez intégrer. Alors, oui, on va essayer de regarder ça. Dans le projet, en fait, on s'appuie à la fois sur des jeux de données qui existent déjà, donc on est déjà bien à la fois la structure, la distribution, etc. Et à la fois des jeux de données qui seront créés spécialement pour les questions auxquelles on veut répondre. Donc c'est un mix des deux. C'est à la fois de créer, parce que dans les enveloppes qu'on a, elles sont importantes, mais elles ne permettent pas de créer des nouveaux, des protocoles avec 5000 animaux épigénotypés, génotypés, etc. Donc voilà. Et après, la chance qu'on a aussi, je pense, c'est qu'on travaille avec des espèces, avec des protocoles différents, des outils aussi différents. Typiquement, en bovin, on va avoir une puce d'épigénotypage qui nous permet d'avoir des données épigénétiques sur un très grand nombre d'individus. C'est une chose qu'on n'a pas dans aucun des autres modèles animaux. Donc ça permet de suite de changer de dimension par rapport à ces jeux de données-là. Et donc on espère que ce qu'on va apprendre aussi sur la partie bovine pourra être transposé à d'autres espèces et voir si possible de développer des outils dans d'autres espèces, quoi. Très bien, alors, merci. Y a-t-il... j'arrive. Épigénétique, pour vous, c'est les marques de méthylation ou vous regardez aussi les histones? Alors, non, épigénétique, ce n'est pas que les marques de méthylation, mais dans le projet, on a décidé de faire vraiment un focus sur les marques de méthylation. Ouais. Mais non, c'est bien plus large que ça. Après, là, c'est des mécanismes qui sont communs, plantes et animaux. Et donc, ça avait du sens et c'était intéressant pour nous de l'orienter de cette façon-là. Alors, si on a le temps pour une question. Comment tu dissocies holobionte végétal et holobionte animal? Parce qu'en fait, sur la problématique holobionte végétal, il y a différents sols avec des micro-organismes différents, alors que sur l'animal, on peut considérer qu'il l'amène avec lui. Donc, est-ce que vous prenez en compte cette possibilité que vous avez une diversité des organismes du sol différentes à la base? Et donc, est-ce qu'on peut parler de holobionte végétal sur des sites différents? Ouais, je pense que Stéphane va répondre, parce que l'idée de mener à deux, c'est qu'on a 2 fois plus de réponses. Donc Sur le projet, on va cibler uniquement sur un modèle, avec en fait un modèle de mycorhisation sur lequel on va réaliser un certain nombre d'expérimentations pour comprendre, mais de façon très dirigée, avec un microbiote donné, la façon dont il apporte au moment de stress, de contrainte environnementale, un apport physiologique et décortiquer cette partie-là. Il ne s'agit pas ici d'aller chercher sur des sols différents, des microbiomes complexes, mais d'utiliser pour l'instant déjà un système sur lequel on pourra en sortir les interactions microbiote épigénétique, résilience. Ok. Je pense qu'on va arrêter là pour les questions dans l'intérêt du temps et on va passer à la dernière.